c'est un sujet très sensible qu'on va aborder dans ce nouveau numéro de votre magazine Minute Santé. Mais je vous rappelle que nous sommes au cœur de la commune de Matete. Tiens, regardez. Cet immeuble est le tout premier à être construit ici, dans cette commune. Et c'est ici qu'on va justement poser nos valises pour parler d'un sujet aussi très sensible. Très sensible puisqu'il s'agit de l'infertilité masculine. Et regardez juste à côté, c'est ici où on va se diriger. La clinique de Pointe-à-Pitre, c'est ici qu'on va rencontrer l'expert avec qui nous allons échanger justement autour de ce sujet, savoir pourquoi, comment ça se passe. Et ce sera dans ce nouveau numéro de votre magazine Minute Santé. Bienvenue à toutes et tous. En Afrique, lorsqu'un couple n'arrive pas à procréer, eh bien c'est tout un tas de choses. On indexe souvent la femme, on la traite de sorcière. Elle a un passé, un mauvais passé, et, dont elle subit les conséquences actuellement. Alors que le problème peut se trouver ailleurs. Qui sait si c'est un problème d'infertilité, pas féminine, mais cette fois masculine. Et c'est de ça qu'on va parler dans ce nouveau numéro de votre magazine Minute Santé. Ce sera justement avec un expert en la matière. J'aimerais vous le présenter. Il s'appelle le docteur Dieudonné Moningo. Docteur, bonjour et bienvenue. Bonjour, madame. Vous avez plusieurs casquettes, hein. En tout cas, je m'en vais les citer. C'est tellement beaucoup. Médecin directeur de la clinique de Pointe-à-Pitre, là où nous sommes d'ailleurs. Chef de département de chirurgie aux cliniques universitaires de Kinshasa. Vous êtes également chirurgien, urologue naturellement, hein, et membre de plusieurs sociétés savantes au niveau national et international. Je ne sais pas si j'ai oublié une casquette. Vous pouvez me compléter déjà? En fait, je suis professeur à la faculté de médecine à l'université de Kinshasa. Exactement. Vous êtes également au sein du département. Oui, je suis là. Je suis à l'université de Kinshasa. Merci beaucoup. Ça se passe bien ici pour commencer déjà, à la clinique de Oui, la clinique de Pointe-à-Pitre, ça se passe bien parce qu'on est là depuis 2014. Et maintenant, depuis 10 ans, pratiquement 10 ans, ça évolue plutôt bien. Le sujet d'aujourd'hui est vraiment sensible, docteur. C'est sensible, c'est d'autant plus sensible que généralement, lorsque un homme et une femme se marient, et que lorsque les bébés tardent à venir, surtout la famille des maris, commence à taxer la femme. Non, vous n'avez pas la possibilité d'accoucher. On n'avait pas fini la dot. Et on dit... on n'avait pas terminé de donner l'argent qu'il faut, tout ça, l'argent qu'il fallait. C'est ça. Non, mais c'est surtout parce qu'on acquise la femme, alors que l'infertilité du couple, ça concerne plus l'homme que la femme. Tenez, les gens ne sont pas au courant. Lorsque vous vous mariez, que la femme ne vient pas, dans les couples, les causes sont masculines dans 60% des cas et elles sont féminines plutôt dans 40% des cas. Et généralement, quand on doit amener quelqu'un à l'hôpital pour le problème d'infertilité, on commence par la femme. Mais en réalité, on devait commencer par l'homme. Donc c'est l'inverse de ce que c'est l'inverse qui doit se faire. Parce que généralement, c'est l'homme à 60%, on devait commencer par lui. Et l'homme doit voir un urologue. Et l'urologie, c'est ça qui s'occupe non seulement des maladies telles que prostate, les vessies, les reins et consorts, mais ça s'occupe aussi de la fertilité masculine. Le problème de cette sexualité masculine, c'est l'urologue qui s'en occupe. Et maintenant, lorsque tout se passe bien chez l'homme, on va chez les gynécologues pour la femme. Mais aujourd'hui, dans notre société, on commence toujours par la femme. Il y a même des hommes qui ne veulent pas aller à l'hôpital. Par exemple, il était étudiant, il avait engrossé une fille et que la fille a avorté. Il dit, moi, j'avais engrossé quand j'étais étudiant. Alors que les problèmes d'infertilité, c'est un problème évolutif. Vous pouvez avoir une maladie qui a évolué jusqu'à entamer les testicules. Et à ce moment-là, vous êtes devenu improductif. Très bien. Voilà pourquoi on doit en parler ce matin. C'est très sensible d'ailleurs. Bon, je ne dis pas que c'est sensible, mais c'est pertinent. Parce qu'il faut que la société
soient informés. Hein, parce que souvent, notre société n'est pas informée. On taxe la femme de sorcière. La femme est là pour gaspiller l'argent de notre fils. Elle roule carrosse, elle voyage, elle ne nous produit pas les enfants. Mais en réalité, en grande partie, c'est l'homme qui est concerné par, qui est plus concerné par les problèmes d'infertilité. Et du côté de la femme, on dit que c'est la tante là qui est au village là, qui a tout compliqué parce qu'elle n'avait pas reçu d'épargne. C'est compliqué. Bon, là, les histoires des traditions, c'est difficile d'enlever dans nos mœurs africaines. Même en Occident, quand vous allez vous pénétrer leurs us et coutumes, vous allez vous rendre compte qu'ils ne sont pas trop différents de nous aussi. Ils ont de leurs croyances, mais souvent qui ne sont pas mises en exergue. Mais les nôtres sont plus mises en exergue. C'est comme ça que les gens en parlent. Très bien. On va entrer dans le vif du sujet. Oui. Infertilité masculine. C'est quoi? En fait, la définition simple, c'est que lorsque les couples se marient, et après 1 an des rapports sexuels non protégés, c'est-à-dire il n'y a pas de méthode de contraception, les couples n'arrivent pas à produire une grossesse. C'est à ce moment-là qu'on parle d'une infertilité du couple. Et chez l'homme, il y a plusieurs facteurs qui sont associés. Donc, allez-y. Oui, il y a des facteurs qui sont urologiques. Il y a des facteurs qui sont des facteurs généraux. Je vais donner les détails. Il y a des facteurs environnementaux. Et il y a des facteurs qui sont liés à, donc, facteurs iatrogènes, aussi les habitudes sexuelles dans les couples. Et sur les plans urologiques, les facteurs sont souvent des maladies comme, nous parlons des cryptorchidis, c'est-à-dire que les testicules ne sont pas descendus dans les bourses. Les testicules sont restés suspendus dans les canaux. Or, nous devons savoir que les bon Dieu a créé les testicules en les protégeant avec plusieurs enveloppes comme un petit frigo. Et les testicules ne supportent qu'une température de 34 à 35 degrés. Mais lorsqu'ils sont exposés dans la chaleur, la température des testicules commence à augmenter et les cellules qui produisent des spermatozoïdes commencent à mourir une à une. À ce moment-là, l'homme peut devenir infertile. Il y a d'autres causes, notamment les infections urogénitales, les infections sexuellement transmissibles, peuvent être à l'origine de l'infertilité masculine. Il y a aussi une grande maladie que nous soignons pratiquement au quotidien ici, c'est la varicocèle. La varicocèle, c'est la dilatation des veines au niveau des testicules qui entraîne la séquestration des sangs de mauvaise qualité au niveau des testicules. Et lorsque la température chauffe, les cellules qui produisent les spermatozoïdes commencent à se détruire, à s'abîmer, et les volumes des testicules diminuent. À ce moment-là, l'homme produit moins de spermatozoïdes. Il y a aussi d'autres maladies congénitales, notamment les hypospadias, épispadias. Il y a d'autres maladies urologiques comme la torsion des cordons spermatiques qui peuvent être à l'origine. Certaines maladies sont des malformations congénitales. Il y a des hommes qui sont nés avec des malformations qui empêchent à ce que les spermatozoïdes traversent les chemins jusqu'à arriver au niveau de la filière génitale de la femme. Alors, les causes généraux, c'est surtout chez les diabétiques. Ceux qui sont des diabétiques, ils ont d'autres maladies comme la mucoviscidose, que je ne peux pas donner les détails ici. Ils peuvent faire l'infertilité masculine. Il y a les causes toxiques. Par exemple, ça c'est lié au facteur de l'environnement. Et ce sont des questions que nous posons souvent aux malades. Les intoxications tabagiques, les cannabis, l'alcoolisme ou l'éthylisme, tout ça ce sont des facteurs qui peuvent entraîner aussi les causes professionnelles. Les gens qui travaillent dans un environnement très chaud. Par exemple, les gens qui travaillent dans des boulangeries où il y a trop de chaleur, les chauffeurs qui roulent avec les gros camions. Ils quittent Kinshasa, Matadi, il reste dans son volant. L'habillement, si l'habillement n'est pas ample, les testicules sont réchauffés et quand il fait ses va-et-vient au bout de 5 ans, il peut perdre les volumes testiculaires et devenir... Donc la chaleur là... Oui, ça abîme les cellules qui produisent les spermatozoïdes.
Aussi, il y a certaines causes iatrogènes, notamment les malades qui ont les cancers et qui sont sous la chimiothérapie ou sous la radiothérapie. Ces malades-là courent les risques d'infertilité masculine. Ok. Et comment décèle-t-on la cause, en fait? Comment savoir que ça, c'est dû à ça? Par exemple, vous avez parlé des diabétiques, oui, qui ont déjà un problème. À part les diabétiques, comment vous arrivez à déceler bon, en fait, quand il s'agit de l'infertilité masculine? Quand les malades arrivent, nous avons des étapes à suivre. Okay. Un malade qui arrive en consultation, vous commencez par l'interrogatoire. Vous posez les questions sur ses antécédents. Est-ce que dans leur famille, ils ont l'histoire d'infertilité, par exemple? Et vous posez des questions sur sa vie sexuelle dans le passé. Et est-ce que vous posez des questions, a-t-il été opéré dans le passé? Ce sont des petites questions qui nous amènent à déceler les facteurs de risque chez les patients. Vous posez la question, est-ce qu'il est diabétique? Est-ce qu'il boit beaucoup? Il fume? Quelle quantité de bière il prend par jour, par exemple? Combien de cigarettes il fume? Est-ce qu'il est fumeur de cannabis? Est-ce qu'il a été opéré? Est-ce qu'il a subi une cure de hernie? Parce que quand on opère la hernie, c'est au niveau des canaux inguinales, surtout les hernies inguinales. Le chirurgien, s'il n'est pas entraîné, il va cravater les cordons spermatiques et il va ligaturer les cordons. Et les testicules commencent à diminuer de volume. À ce moment-là, les malades deviennent infertiles. Alors, pendant l'interrogatoire, nous posons cette série de questions pour avoir déjà l'idée sur l'infertilité masculine. Alors, deuxième étape, c'est l'étape d'examen physique. Vous inspectez les malades, vous regardez, vous commencez par le thorax. Est-ce qu'il a une gynécomastie? Parce qu'il y a des hommes qui ont des troubles infertiles, qui ont des gros seins comme les seins d'une femme. Et vous commencez, il se déshabille, vous regardez les seins. Vous attendez sa voix, parce que quand je parle, ma voix porte, c'est une voix masculine, parce que mon corps est imprégné des hormones masculines, les androgènes. Vous regardez la pilosité. Est-ce qu'il a des barbes, il a des poils bien répartis? Parce qu'il y a des gens qui ont des poils, des monts de Vénus au niveau des pubis, des types féminins. Tout ça, ce sont des choses que les spécialistes vont regarder pour voir si il est exposé à l'infertilité masculine. Aussi, la répartition de la graisse dans les corps. Nous, les hommes, nous avons ce qu'on appelle l'obésité androïde, c'est-à-dire que le ventre est un peu bédonnant. Mais lorsque l'homme a des grosses fesses comme une femme, avec des grosses cuisses, là, on commence déjà à dire que ça, c'est un problème, certainement, c'est un problème hormonal qu'on doit investiguer. Et puis, on passe à l'examen physique, à la palpation. Vous regardez les organes génitaux, vous palpez les testicules, à la recherche, par exemple, des tumeurs testiculaires. Vous recherchez au niveau des testicules les dilatations des vaisseaux, des veines, qui peuvent faire penser à une varicocèle. Vous comparez les deux volumes testiculaires, vous palpez les deux cordons spermatiques ou les canaux déférents, vous comparez les dimensions des parts et d'autres. Parce que si un canal déférent est plus rétréci que l'autre, ça veut dire que celui qui est rétréci est malade. Tout ça, ce sont des acrobaties que n'importe qui ne peut pas faire. C'est un spécialiste, un expert qui doit les faire. Ensuite, vous touchez la prostate, vous faites les touchés pelviens pour voir l'état de la prostate de votre patient. Parce qu'il y a des malades, surtout les jeunes, ils ont l'infertilité tout simplement parce qu'il a fait une série d'infections au niveau de la prostate qu'on appelle la prostatite, et ça a affecté les spermatozoïdes. Sans savoir que sans la prostate, on ne peut pas procréer. Parce que la prostate élabore un liquide qui rend les spermatozoïdes fécondants. Les spermatozoïdes sont produits au niveau des testicules. Mais ils cheminent par les voies, les canaux, qui doivent être ouverts jusqu'au niveau des vésicules séminales. Et pendant les rapports sexuels, les liquides séminales se mélangent avec les spermatozoïdes. Ce liquide est produit au niveau de la prostate. Ça se mélange avec les spermatozoïdes et ça passe chez la femme. Alors, imaginez-vous un homme qui a fait plusieurs infections sexuellement transmissibles
ce liquide-là devient un liquide de mauvaise qualité, à telle enseigne que les spermatozoïdes qu'il va produire ne sont pas aussi de bonne qualité, et cela entraîne l'infertilité chez l'homme. Donc il y a tout un tas de choses que je ne pourrais expliquer ici parce que ça demande beaucoup de temps pour le faire. On va parler des symptômes, justement. Oui. Je sens que la matière est vraiment abondante. Mais on va parler d'abord des symptômes. Oui. Comment reconnaît-on une personne, un homme, qui souffre de l'infertilité? Ben là, vous m'avez coupé parce que je vous dis qu'il y a des étapes. Des étapes, ok. Oui, bon, oui. Il y a pas, avec normalement, les étapes, comme ça, vous allez normalement, normalement, l'homme infertile n'a aucun symptôme. Comment normalement. Il n'a pas de symptômes. C'est le couple qui va se plaindre. Et généralement, chez nous ici, les couples commencent par aller chez les gynécologues. Les gynécologues regardent la femme. Lorsqu'il dit que non, chez la femme, il n'y a rien, il fait un spermogramme. Il fait un spermogramme. Il voit que le spermogramme des maris n'est pas bon. À ce moment-là, il réfère l'homme chez nous. Ici, chez nous, les urologues. Et à ce moment-là, nous commençons ce que je viens de détailler tout à l'heure. On pose des questions, on examine les malades, on refait les spermogrammes. Lorsque nous avons, parce que normalement, l'Organisation mondiale de la santé a décrit les critères d'un bon spermogramme. Un bon spermogramme doit avoir une quantité suffisante, donc l'homme doit éjaculer 1,5 à 6 millilitres au cours d'un rapport sexuel. Et puis, pendant que vous éjaculez, la quantité par cc, donc par millilitre, doit être supérieure à 15 millions de spermatozoïdes. Et la quantité éliminée, éjaculée par éjaculat, doit être au-delà de 39 millions de spermatozoïdes. Et ensuite, la mobilité des spermatozoïdes. Vous devez, quand l'homme éjacule, il faut qu'il y ait plus de 40% de spermatozoïdes mobiles. Il faut qu'il y ait une vitalité de plus de 59% des spermatozoïdes. Et les formes, donc la morphologie des spermatozoïdes, il faut plus de 30% des spermatozoïdes de bonne morphologie. C'est à ce moment-là que nous allons définir que l'homme a un spermogramme normal. Mais lorsque on dit il y a une hypospermie, c'est-à-dire que la quantité de l'éjaculat est inférieure à 1,5 cc, ça c'est une hypospermie. Et lorsque la mobilité est moins de 40%, on parle de la sténospermie, c'est-à-dire que les spermatozoïdes sont paresseux. Et lorsqu'ils sont trop déformés, à plus de 30%, on parle de la tératospermie. Et dans ces conditions-là, maintenant l'urologue va commencer à s'interroger quelle est la cause de ces troubles de spermogramme. Alors, mais si le spermogramme d'abord est normal, on rentre chez la femme, on demande au couple de faire les rapports sexuels. Et nous appelons ça les tests de Inner. Ils font les rapports sexuels. On recueille maintenant les spermatozoïdes avec la glaire cervicale. Ça se fait aux alentours de l'ovulation chez la femme. Et on regarde si dans la glaire de la femme, les spermatozoïdes sont mobiles et ils sont vivants. Alors, lorsque les spermatozoïdes ne sont pas mobiles, ils ne sont pas vivants, on va se dire, c'est chez la femme, peut-être qu'il y a un problème de pH, pH de la glaire cervicale. C'est à ce moment-là qu'on va s'imaginer que c'est plutôt lié à la femme. Mais lorsqu'on regarde tout, donc la mobilité est normale, la qualité de la glaire est normale, à ce moment-là, on cherche d'autres causes. Mais lorsque c'est perturbé, on a une oligo, comme on dit, moins de spermatozoïdes, ou spermatozoïdes trop immobiles, à ce moment-là, on élargit les investigations pour chercher la cause. Il y en a ils ont ce qu'on appelle azospermie, c'est-à-dire, il n'y a aucun spermatozoïde dans l'éjaculat. On voit les liquides spermatiques, le liquide séminal qui est totalement vide. Là, à ce moment-là, c'est
l'azospermie totale. On doit chercher la cause. Est-ce que c'est lié à la production au niveau des testicules? Si c'est lié à la production, c'est la cause, on dit la cause est périphérique. Est-ce que c'est lié à une obstruction des canaux? Donc les canaux, par exemple, les vésicules séminales, les canaux déférents, au niveau de l'épididyme, au niveau des ça, à ce moment-là, on dit c'est la cause obstructive. Et c'est obstrué, il faut doser les hormones pour savoir, l'hormone que nous dosons, c'est le FSH. Lorsqu'il est normal, c'est une azospermie qu'on appelle l'azospermie excrétoire, c'est-à-dire que c'est lié à la production au niveau des testicules. Mais lorsque le FSH est totalement effondré, l'origine est au niveau central, donc au niveau du cerveau. Donc il y a plusieurs choses à faire comme ça que les gens, les communs des mortels ne pourront pas comprendre au cours de cette émission. Vraiment. Mais le message clé que je veux, c'est que les gens sachent que les hommes aussi ont des problèmes de fertilité. Il ne faut pas toujours accuser la femme. Exactement. Surtout avec des chiffres que vous avez donnés. Chère Marie, vous avez bien noté. Bon, les étudiants, abstenez-vous pour le moment. Le temps viendra. On va parler des risques, complications. Jusqu'à quel point, jusqu'à quel niveau l'infertilité peut être fatale dans un couple? Ça peut engendrer quoi en termes de conséquences? Vous recevez un homme et une femme. Qu'est-ce qui se passe? Vous faites comment? Et aussi, comment vous les gérez psychologiquement? Bon, l'infertilité comme telle, c'est une maladie qui n'est pas mortelle. Ça ne tue pas. Mais ça peut engendrer les divorces. Nous gérons beaucoup de choses avec beaucoup de tact. Mais quand même, il y a plus ou moins 1 à 2% des couples qui se disloquent à cause de l'infertilité. Surtout lorsque la femme a été injustement accusée par la famille du mari et que la famille de la femme ne supporte pas. Vous faites les investigations et finalement, ça se révèle que c'est l'homme qui est à la base de l'infertilité. Dans 1 à 2%, les couples se sont séparés à cause de ça. Mais il n'y a pas de mortalité par rapport à une infertilité. Très bien, ok. Ça nous rassure. L'infertilité masculine, est-ce qu'on peut la soigner? On soigne, ce qu'on soigne, ce sont les causes qui sont soignables. Les infections, on peut soigner. Les malades qui ont des maladies comme la varicocèle au stade de débit, donc lorsque la dilatation des veines au niveau des testicules se fait tout au débit, on peut arriver à opérer les malades et à sauver ces testicules qui doivent produire des spermatozoïdes. Il y a des causes obstructives qu'on peut soigner aussi. On peut faire les anastomoses, arranger les tuyaux et puis arriver à sauver la production des spermatozoïdes. Mais il y a des causes qu'on ne peut pas soigner. Par exemple, quelqu'un dont les testicules sont totalement détruits, une atrophie totale des testicules, avec une déformation, là, on ne peut pas soigner. On va conseiller au couple l'assistance médicale à la procréation. Comment? Allez-y, expliquez. Oui, l'assistance se fait comment? On peut on peut faire les inséminations artificielles, c'est-à-dire qu'on on peut prendre les spermatozoïdes au niveau des testicules, on prend les tissus, on sélectionne de bons spermatozoïdes. Au moment de l'ovulation, on injecte chez la femme. Et ça se fait surtout lorsque le spermogramme est normal et qu'il y a des problèmes dans les pH de la glaire cervicale chez la femme. Là, on fait une insémination. Mais lorsque les spermatozoïdes sont totalement détruits, on peut faire aussi une insémination par les spermatozoïdes d'un donneur. Un donneur qui est anonyme. Donc, les couples peuvent s'attendre et dire, bon, nous, on s'aime beaucoup, on ne peut pas se séparer, nous avons besoin d'un bébé, on va à la banque des spermatozoïdes, on prend les spermatozoïdes d'un homme quelconque. Donc oui. L'homme, c'est fini pour lui, donc toute sa vie, et sa vie c'est fini. Il ne va pas féconder une femme. Non, il ne peut pas féconder une femme. Okay. À ce moment-là, on injecte dans la matrice, l'utérus de la femme au moment de son ovulation.
on injecte et pendant ce temps, son ovule va rencontrer les spermatozoïdes X. Ça peut être aussi les propres spermatozoïdes travaillés de son mari. Et lorsqu'ils ont la chance, la fécondation se fait. Et à ce moment-là, les bébés commencent à se former dans l'utérus de la femme ou la matrice. La deuxième possibilité qui est la plus fréquente, c'est la fécondation in vitro. On peut prélever les spermatozoïdes soit dans les testicules du mari, soit dans une banque à spermatozoïdes. On travaille ça au laboratoire. On extrait l'ovule chez la femme et on marie les spermatozoïdes ou bien on injecte dans les cytoplasmes de l'ovule les spermatozoïdes et l'embryon commence à germer. On injecte dans la matrice ou l'utérus de la femme et les bébés commencent à grandir. Et dans les conditions-là se font justement lorsqu'il n'y a pas possibilité pour l'homme de pouvoir féconder sa femme. Et dans l'autre cas, on peut les faire aussi lorsque les conditions ne sont pas idéales chez la femme, au niveau du col, surtout dans les vagins, pour que les spermatozoïdes de l'homme puissent traverser. Éventuellement aussi chez les femmes qui ont cessé d'avoir les enfants, on peut envisager de faire un tel exercice chez une femme ménopausée, par exemple, pour produire un enfant. On tend déjà vers la fin. Oui. On va parler de l'apport de la médecine traditionnelle dans le traitement de l'infertilité masculine. Est-ce que ça vaut la peine d'utiliser, entre guillemets, les kimbiolongos? Vous connaissez quand même des noms des plantes, hein? C'est pas beaucoup là. Oui. Les kimbiolongos, les je ne sais quoi, hein? Un peu délicat ou un peu de quoi? Vous ne trouvez pas que ça peut aussi faire l'affaire en termes de traitement? Bon, en fait, moi, je n'ai pas tellement l'expérience en médecine traditionnelle. Mais ce que je sais, c'est que quand j'ai grandissé au village, il y a des choses que nos grands-mères faisaient qui étaient miraculeuses. Et je donne mon exemple. J'ai fait la fièvre. Ma grand-mère va en brousse, elle prend des herbes, elle vient, elle commence elle pile, elle met dans l'huile, elle commence à m'appliquer au corps. Ouais. Et du coup, la fièvre disparaît. Voilà. Les problèmes de médecine traditionnelle, c'est les problèmes de codification. Moi, en tant que médecin, si j'ai prescrit un médicament, je dois connaître les poids des malades, je dois connaître la concentration de ces médicaments pour calculer la dose que je dois administrer à mon patient. Mais la médecine traditionnelle, bien que dans une certaine mesure, elle fait des exploits, mais il y a beaucoup de dégâts. Je vous donne par exemple un exemple. Un praticien qui dit au malade qu'on ne peut pas opérer un malade qui a un problème de tumeur prostatique. Et il gère les malades chez lui jusqu'à ce que les malades entrent en insuffisance rénale. Si c'est un cancer de la prostate, le cancer a évolué et à ce moment-là, la famille se rend compte que non, tout qu'un hôpital. C'est à ce moment-là qu'ils viennent à l'hôpital en retard. Mais c'est aussi le problème de nos intellectuels congolais. Si on vous dit par exemple qu'on ne peut pas opérer telle maladie, vous entrez dans Google, hein, vous écrivez opération de tumeur de la prostate. Vous allez voir qu'on va vous donner toutes sortes de techniques nécessaires. Mais il y a des praticiens qui vont dans vos chaînes. C'est pas seulement votre chaîne, mais ailleurs nous attendons. Même certains professeurs. Pas chez nous, hein, ouais. Oui. Même chez vous. Ils disent non, il faut pas opérer la prostate. Soit ils disent j'ai une molécule qui soigne toutes les maladies. Là, c'est là où on les traite de charlatans. Mais moi, personnellement, je respecte les praticiens, mais cette médecine doit être canalisée. Il n'y a pas de dosage. Non, il n'y a pas de dosage. C'est ça qui pose des problèmes. Et nous ne sommes pas là pour les critiquer parce que nous ne connaissons pas la profondeur de ce qu'ils font. Voilà. Exactement. Docteur, on est vraiment à la fin. Oui. Mais on ne va pas finir sans pourtant visiter quand même des matériels, voir comment ça se passe ici chez vous. Mais d'abord, les derniers conseils. Vous avez des derniers conseils à donner? Bon, les derniers conseils à donner aux couples infertiles. La prise en charge de l'infertilité des couples se fait à deux. Et que les couples doivent savoir que si le bébé ne vient pas, la cause est liée à l'homme dans 60%.
et elle est liée à la femme d'à 40%. L'homme doit voir l'urologue, la femme doit voir les gynécologues. Et généralement, il y a des concertations entre les urologues et les gynécologues. On discute ensemble. Donc voilà un peu les conseils. Mais pour dire notre clinique, peut-être que je peux dire un mot. La clinique de Pointe-à-Pitre qui est ici dans la commune de Matete, c'est une clinique qui est là depuis 2014. Nous occupons des maladies urologiques et en gros ce sont les maladies de prostate. Nous avons notre ASBEL qui s'appelle Prostate Cancer Vigilante Afrique Centrale et nous on fait surtout la chirurgie mini-invasive. Les opérations que nous faisons sur la prostate, les malades ne font que 72 heures et vous n'en voyez pas, il n'y a pas de plaies, il n'y a pas de cicatrices. On entre par l'urètre, on va couper la prostate, on met la sonde. Après 3 jours, on vous retire la sonde et vous rentrez chez vous à la maison. Et en dehors de ça, nous occupons aussi de la fertilité masculine et d'autres pathologies que je ne pourrais pas dire ici. Mais en gros, c'est une clinique très modernisée qui est localisée au centre-ville de Kinshasa. Bon, docteur, on a presque fini, mais on ne va pas finir sans faire le tour des salles. On va quand même visiter, on va voir à quoi ça ressemble. Oui. D'accord, on peut y aller si vous permettez. Bon, je vous donne cette tenue avant d'accéder à certains locaux. Vous allez mettre, dès qu'on arrive à la salle d'opération. Bon, je vais essayer de mettre ça et puis... Voilà, moi aussi je mets mon bonnet. C'est une ASBEL qui s'occupe des tumeurs prostatiques, surtout les cancers. Non seulement de la prostate, les cancers de la vessie, les cancers du rein, les cancers des testicules, les cancers du pénis. Et voilà. Ah, c'est intéressant. Je continue. Là, c'est la réception. C'est les radiologues, docteurs et locaux. Ok. Enchanté, docteur. C'est notre radiologue. Hein. Ah, ok. Il travaille à la radiologie, là, au service de radiologie. Oui, oui. Imagerie. Imagerie, ah, oui. Okay. C'est la réception de l'hôpital. Ça, c'est notre petit laboratoire. Elle est là, la technicienne des labos. Bonjour, madame. Ça se passe bien ici, on espère. Oui, ça va. Ok. Est-ce qu'on peut avoir une idée sur ces machines qu'on voit ici? Ça, c'est notre microscope. Pour les analyses hématologiques et puis parasitologiques. Oui, ça c'est la centrifugeuse. C'est pour centrifuger les sangs. Lorsqu'on prélève les sangs, vous avez des termes compliqués en médecine, madame. Ça nous fera des oreilles. Ça donne deux parties, les kilos. Ok. Ça, c'est les kilos. Et puis les sérums. Parce que si nous utilisons les sérums, ce sont nos différents tubes. Chronomètre est là. Ça, c'est pour l'hémoglobine, l'hémoglobine. Pour l'hémoglobine. Donc, c'est un peu ça. Notre frigo est là pour la conservation de réactifs. Ah, ok. Il faut nécessairement que ce soit gardé au frais. Hein? Oui, oui. Ça, c'est pour les prélèvements. Hein? Les seringues. Ok. Donc, côté laboratoire, examen, donc c'est... Pas de problème. Pas de problème. Ils peuvent venir. Oui, oui. Ok. Il n'y a que les hommes, hein, on dirait. Tout le monde. Tout le monde. Oui. Ah, ça c'est intéressant. Je pensais qu'il n'y avait que les hommes qui devaient venir. C'est intéressant. Merci beaucoup. Okay. Bon, ici c'est notre petite salle d'opération. Vous voyez qu'on a, ça c'est la lampe dialytique qui nous permet de faire la chirurgie. Ça c'est l'appareil d'anesthésie. Et ça ce sont des colonnes d'endoscopie. Ça nous permet d'opérer les prostates sans cicatrice. On en a 3. C'est du matériel qui coûte énormément cher, mais les Congolais, vraiment, ça coûte comme orphelin, un grand batailleur s'est bâti pour avoir des matériels comme ça dans une structure privée, ici à Kinshasa. Vraiment, vraiment. Et on fait non seulement la prostate, il y a la vessie, les reins. On bombarde les pierres aussi qui sont dans les reins avec ces appareils ici. Bombarder les pierres, c'est-à-dire nous avons ce qu'on appelle dans notre jargon la lithotripsie intracorporelle. Et là, vous avez
cet appareil ici, c'est un lithotripteur. Ça vous permet, lorsque quelqu'un a des pierres au niveau des reins, vous entrez par la vessie, vous entrez jusqu'au niveau du rein et vous commencez à bombarder la pierre avec l'appareil. Donc, avec nos 3 colonnes, nous sommes suffisamment équipés. C'est vraiment moderne, hein? Oui, c'est moderne. Donc, on a pratiquement tous les instruments chez Rico dans nos boîtes, dans nos armoires. Ici, c'est les bureaux des médecins, donc les spécialistes, ils viennent ici. Et on a des bureaux, des consultations. Bonjour, docteur. Je crois que le docteur Mafuta vous a réussi l'autre fois. Ça, c'est son bureau. Il fait des consultations ici avec d'autres comme le docteur Mbey et nos assistants qui viennent souvent nous épauler là. Comme je vous avais dit, les radiologues là, il est venu, il vient de finir une échographie. Là, c'est un appareil d'échographie. Ça nous permet de faire toutes sortes d'échographies. Échographie des prostates, de l'abdomen, l'écho cardiaque, on peut tout faire ici. Ah, ok. Oui. Ça, c'est intéressant, ça. Alors, il y a un deuxième appareil d'échographie, ici. Donc, celui-là est plus vieux que celui-ci. Oui, ça, c'est... Oui. Ça montre qu'il y a une multifonctionnalité ici. Oui. Donc, on s'organise comme ça, comme des petits orphelins qui se battent pour ne pas disparaître. Oui, mais tout ça, ça peut acheter une ville, hein? Oui, quand on rassemble tous les matériels, ça peut acheter une ville quand même. C'est ça, oui. Donc, là, c'est notre appareil de radio qu'on n'a pas encore installé. On va l'installer dans une salle qui est dans un nouveau bâtiment. Et nous allons l'installer. Et ça, c'est un respirateur qu'on vient d'acheter aussi. On va créer une salle de réanimation ici. Donc, on compte avoir au moins 3 respirateurs pour créer une salle de réanimation. Et les petits appareils que vous voyez là, ça s'appelle débitmètre. Les malades, tout à l'heure, les malades venaient de pisser. Donc, quand le malade vient, il a des troubles mictionnels. Vous lui demandez de boire de l'eau avec cet appareil qu'on appelle le bladder scan. On peut scanner la vessie pleine avant, et puis ensuite, les malades viennent, ils pissent là. Quand ils pissent, ils terminent, il y a un entonnoir qu'on vient d'enlever. Vous voyez la courbe à l'ordinateur. Alors, lorsque les malades ont un trouble mictionnel, la courbe est plate. Ça veut dire que là, on doit opérer parce qu'il est obstrué. Mais lorsque la courbe a une forme de cloche, là, c'est un malade normal. On doit faire seulement le traitement médical. Et c'est pour vous dire que nous, on ne traite pas, on n'opère pas tout le malade. Il faut que nous fassions les examens. Faites l'échographie de la prostate. Bien que la prostate soit grosse, vous devez faire la débimétrie et des bladder scans. Et lorsque les malades, il vient vous mesurer la quantité d'urine dans la vessie, il pisse. Après avoir pissé, vous refaites, vous scannez encore la vessie. Vous mesurez le volume d'urine qui reste. Alors, lorsque les malades évacuent totalement, vous aurez une petite quantité qui va rester dans la vessie. Mais lorsque les malades pissent et qu'il y a toujours des urines dans la vessie après la miction, avec une courbe plate, c'est à ce moment-là qu'on dit que non, ici c'est un problème qui demande l'intervention chirurgicale. C'est-à-dire nous n'opérons pas tout le malade. Comme ça s'est fait, non, il faut n'a pas cela, chez nous c'est pas. Ici, c'est pratiquement le prolongement de l'université. Parce que nous faisons des recherches scientifiques à partir d'ici. Nous faisons des publications scientifiques à partir d'ici aussi. Oui. C'est génial ça. Bon, ça. Je crois qu'on a fini. On a fini, oui. Je crois qu'on a fini. Oui. D'accord. On va chuter par ici, docteur. Oui. Ça a été un réel plaisir de visiter la clinique de Pointe-à-Pitre. Oui. On a vu les matériels. C'est ça. C'est tellement moderne, sophistiqué, en tout cas.
Ok, merci. Il y a de quoi rassurer voilà. La population. Rassurer la population sur la prise en charge. C'est ça. Voilà, de toutes les pathologies liées à la prostate, infertilité même masculine. C'est ça. D'accord, on va déjà chuter. Oui. Mais généralement, quand on voit ce bâtiment, quand on voit les matériels, on sent que le coût là, c'est un peu... effectivement, bon, c'est une clinique spécialisée. Évidemment, nous sommes INASBEL. Les tarifs que nous proposons ici, généralement, ce n'est pas un tarif qu'on peut faire quand on est à Gombe ou à Limete. C'est abordable. Parce que le problème avec l'endoscopie, surtout les matériels que vous avez vus là, vous pouvez, en pleine intervention, vous perdez un optique. L'optique seule coûte 3 000 €. Vous comprenez? Donc, lorsque vous travaillez avec complaisance, nous n'avons pas de subvention, on n'a pas une assurance ici qui va s'occuper de ça. Nous fonctionnons avec nos recettes locales. Et dans ces conditions-là, les coûts, bien qu'ils soient abordables, c'est quand même assez élevé par rapport aux avoirs de notre population. Mais vous rassurez quand même que les personnes qui entreront ici sortiront, voilà. Non, mais de toutes les façons, avec c'est-à-dire que c'est comme on dit en médecine, comme en amour, ni jamais ni toujours. Okay. Notre métier à nous, c'est un métier à risque. Nous ne disons pas que les gens ne meurent pas. Dans les hôpitaux, les gens meurent toujours. Mais chez nous, le taux de mortalité est très faible. Très faible. Une prise en charge vraiment de 1 à 2%. Chaque année, nous perdons plus ou moins 1 à 2% des patients. C'est surtout les patients qui ont des problèmes de comorbidité. C'est-à-dire, on vient l'opérer pour la prostate, il a un problème cardiaque et problème d'infection. Nous faisons tout pour juguler tout ça avant l'opération. Mais comme toujours, le taux de mortalité n'est pas zéro. Il y a quand même des mortalités. Donc, mais nous assurons des services de qualité. Services de qualité, ça c'est ce qu'on retient surtout. Vous pouvez donner l'adresse et puis votre contact. Nous sommes à la clinique de Pointe-à-Pitre, qui se trouve dans la commune de Matete, quartier Kinzazi, numéro 11D. Et nous faisons les consultations chaque jour. La clinique est ouverte 24 heures sur 24 heures. Et tu donnes les contacts de la clinique. Tu peux donner les numéros de la clinique. Elle peut donner, allez-y. Oui, donne les numéros de la clinique. Attendez un instant, s'il vous plaît. Il faudrait qu'on vous entende très bien. Allez-y. Non, je vais toucher pour vous. 082 042 48 06. Les numéros de la clinique des Pointe-à-Pitre. Merci beaucoup, docteur. Mais je pense que mon numéro, mes contacts seront obtenus à travers les gens qui viennent. Ils doivent appeler la réception, comme Exactement. On vient de donner les numéros. Parce que imaginez tous les poids que j'ai commencé à recevoir des appels de gauche à droite, ce ne serait pas l'idéal. L'idéal, c'est que les malades s'adressent à la réception, ils prennent les rendez-vous et ils seront reçus par les médecins. Très bien, merci docteur. Ça a été un réel plaisir d'échanger avec vous. Merci. Docteur Dieudonné, merci beaucoup. Je vous remercie. On a fini pour ce nouveau numéro de votre magazine Minute Santé. Prochain rendez-vous dans les tout prochains jours. Avec le même plaisir, restez branchés sur la radio, télévision numérique. Au revoir.